Mesdames, Messieurs, bonsoir. Promouvoir l'innovation, renforcer la sécurité, moderniser l'administration et favoriser le développement socio-économique, autant d'objectifs que se fixe la semaine du numérique. La deuxième édition s'est tenue cette semaine autour du thème l'éthique comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. La semaine du numérique, une plateforme de rencontres, d'échanges et de collaboration pour le développement du numérique au Mali. Tous les acteurs de l'écosystème numérique y ont pris part, parmi eux les startups, ces entreprises innovantes avec un fort potentiel de développement qui évoluent dans le secteur des nouvelles technologies, particulièrement sur Internet. Docteur Mamadou Gouro Sidibé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de l'ENALI, c'est le premier réseau social vocal en langue nationale, en langue locale, on va dire, au Mali. Et vous êtes le président de l'association Mali Startup. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Semaine donc du numérique, deuxième édition. Qu'est-ce que cela représente pour les start-upers que vous êtes? Ça représente quelque chose d'énorme parce que déjà, on voit que c'est une opportunité. On leur a donné 30 stands. Plus de 83 startups ont concouru et 30 ont été sélectionnés, qui ont été offerts par les organisateurs, à commencer par la présidente de la République, donc le président de la transition, à travers le ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'État et la direction nationale. Donc ils nous ont demandé avec nous d'organiser ce concours-là et ils l'ont fait et les startups sont venues. Et donc c'est une possibilité de visibilité pour ces startups-là, de montrer ce savoir-faire d'innovation made in Mali et de montrer surtout que nous pouvons chez nous. Parce que le thème, c'est la souveraineté et aussi dans la crise que nous traversons. Et si nous voyons ce qui a été dit récemment à Sikasso, l'appel de Sikasso, et nous disons maintenant les soldats du numérique vont monter encore plus sur le front. Alors, on va en venir au thème et à la souveraineté proprement dite, mais vous avez dû concourir pour être là. Ça veut dire que les places n'étaient pas données. C'était quand même... il fallait se battre pour les avoir. Tout à fait. Pas moi personnellement, mais les startups, justement. Absolument, bien voilà. sûr. Donc, et effectivement, il fallait être dans les 30 donc, startups. Et il y a eu, j'ai dit, plus de 83 startups qui ont postulé. Donc, il y a un jury de présélection qui avait des critères pour que les solutions soient une innovation, donc qui soit en accord avec les thèmes, c'est-à-dire la modernisation de l'administration, la défense et la sécurité, et que ce soit des projets non seulement innovants, mais qui sont en étape de réalisation. Alors, cette semaine du numérique a également fait un clin d'œil avec, aux États, aux États donc, du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, avec comme invité d'honneur le Niger. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette décision des autorités? C'est énorme, parce que nous, les startups, on veut créer des produits pour vendre. Le Mali, c'est 21 millions environ d'habitants. Avec l'AES, c'est les 70 millions, voire plus. Donc, c'est une opportunité. Et l'Alliance commence en train d'aller. Donc, ça va faire un marché unique que nous souhaitons vivement de nous voir pour pouvoir avoir des solutions qui ont tout de suite beaucoup. Vous savez, j'ai eu beaucoup de difficultés en tant que moi-même start-up et beaucoup d'autres, parce que quand le marché est petit, on n'a pas beaucoup d'investisseurs. Et ça, c'est une opportunité énorme. Mais surtout, de contribuer à faire en sorte que les choses passent avant tout par nous-mêmes. D'accord. L'éthique comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, c'était donc le thème retenu, l'éthique facteur de résilience. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, en fait, il y a l'éthique, les technologies de l'information et de la communication, c'est un outil. D'accord? C'est comme un peu les mathématiques permettent de résoudre un ensemble de problèmes. Donc, c'est transversal. Il n'y a pas de secteur, je dis bien, il n'y a pas de secteur, peu importe comment vous le faisiez avant ou aujourd'hui, si vous ajoutez des TIC, ça va aller encore plus loin parce qu'il y aura toujours la touche innovation, il y aura toujours la touche modernisation. Et cela permet de résoudre beaucoup de problèmes. Imaginez,
récemment, quand il y a eu la crise du Covid, quand beaucoup de personnes ne pouvaient pas aller à leurs activités. Alors, on a vu, tout le monde a pris pour la première fois la grande conscience de ce que les technologies peuvent faire. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, le secteur agricole. Le Mali, c'est un pays où l'agriculture est 40% du PIB. Imaginez, c'est 80% de la population active. Et pourtant, beaucoup d'efforts sont faits. Mais on peut encore aller beaucoup plus loin quand on ajoute les technologies modernes des TIC. Donc ça, c'est l'agriculture. Et il y a la santé, il y a l'énergie, il y a et dans tous les secteurs de la vie des gens, il y a des innovations pour faire ça mieux et de façon durable. Donc, pour être résilient face à tous les défis que nous Alors, cela permet de résoudre des problèmes, vous le dites, mais est-ce que nous, dans notre pays, on met suffisamment l'éthique à profit justement pour résoudre nos problèmes? Des efforts sont faits, mais je crois qu'on doit aller beaucoup plus loin. Parce que, savez-vous, la vie d'une start-up, c'est très difficile. Une start-up, généralement, c'est des gens qui sont des enthousiastes. Donc, ils ont beaucoup d'idées, l'envie, l'innovation, et ils mettent toutes leurs touches là-dedans. Mais généralement, l'argent qu'ils ont, c'est ou leurs propres fonds, ou ce qu'on appelle la love money, c'est-à-dire les gens qui vous aiment, qui vous donnent de l'argent pour vous encourager. Ça, c'était au début. Maintenant, on a de plus en plus de concours, comme dans la semaine du numérique, et généralement, beaucoup de startups compétissent parce que c'est pratiquement aujourd'hui presque l'un des rares moyens de se faire financer. Parce que pour innover avec les TIC, il faut de la recherche et du développement. Donc, c'est un temps où j'ai une idée, je vais la mûrir, faire un prototype et ensuite aller, si la mayonnaise semble bonne, aller vers la production. Mais ça, c'est du temps, de l'effort, surtout de l'argent. Et donc, ça, c'est un défi capital. Et donc, pour qu'on puisse pallier à cela, nous demandons une loi qui est en cours depuis 2018, que maintenant, récemment, le ministre a pris en charge et que nous souhaitons avec la direction nationale que cette loi, cette fois-ci, aboutisse. Parce que c'est la loi Startup Act qui va résoudre 4 problèmes majeurs. Le cadre réglementaire et fiscal. Parce qu'il faut donner un statut de start-up parce que c'est des choses innovantes, c'est nouveau. Ensuite, il faudrait des fonds d'amorçage. Donc, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ensuite, il faut des formations appropriées, pas seulement techniques, mais aussi entrepreneuriales, managériales et commerciales. Parce que, généralement, quand on veut créer quelque chose, on est plus passionné qu'entrepreneur. On est plus geek que manager. Donc, il faut accompagner toutes ces bonnes idées-là, que ce ne soit pas que des bonnes idées ou des prototypes qui vont mourir. Il faudrait donc... Et, dernière chose, ça, c'est le consommer local. On a vu le consommer local qui a donné avec nos habits, avec d'autres choses. Ce consommer local, si nos populations s'approprient de nos produits, ça va donner beaucoup de la force. Jamais une start-up ne va réussir seulement par ses propres compétences. Il faudrait que nos populations, notre pays s'approprient de notre propre savoir-faire. Et l'appel des Sikasso est une aubaine et une chance pour nous. Et nous comptons bien dire que nous sommes là, nous voulons servir notre patrie et aussi résoudre les problèmes concrets, non seulement de souveraineté, de résilience, mais aussi de développement, qui est le 3e D qui est énoncé par le gouvernement. D'accord, si je comprends bien, en termes de start-up, ça bouillonne d'idées au Mali. Oui. Et ce qui manque, c'est les moyens, l'accompagnement, oui, l'environnement. Il y a eu beaucoup de tentatives, hein. Il y a eu des efforts qui sont faits, mais il n'y a pas eu un aboutissement, par exemple, de la loi Startup Act. Il faut vraiment mettre les vrais moyens. Tous les pays qui ont réussi dans ce secteur-là ont été très volontaristes et ont mis les moyens qu'il faut. Et dans les pays qu'on regarde aujourd'hui dits développés, dans ces pays-là, l'économie numérique, c'est-à-dire les TIC, ce que ça rapporte, c'est 4 à 5 fois plus que l'économie réelle. Si nous parvenons à faire des efforts, on va résoudre ce problème de développement, c'est-à-dire qu'une start-up, ça crée son emploi. Imaginez, au lieu que les jeunes étudient seulement et sortent pour chercher des stages et des emplois qui souvent ne sont pas là, l'État ne peut pas résolver tout. Et l'état actuel de l'économie aussi, il y a des difficultés. Donc, ces startups-là créent
C'est-à-dire ils n'ont pas attendu les gens. Ils n'ont attendu personne pour eux-mêmes se lever, pour aller faire quelque chose. Et chaque start-up qui réussit, c'est beaucoup d'emplois directs, mais surtout indirects, donc ça va résoudre des problèmes. Mais quand vous parlez de consommer local, par exemple, est-ce que la population est réticente à aller vers les produits que vous lui proposez? En fait, il y a deux problèmes. Il y a aussi, nous, start-up, et je vais faire notre autocritique, nous devons aussi faire des produits qui répondent précisément aux besoins. Et dans cela, nous devons, un, avoir des projets innovants, deux, avoir la capacité de travail, de persévérance nécessaire, et même la bonne dose de folie, parce qu'il faut être fou pour créer et tracer un nouveau schéma. Mais ça, c'est notre part. Mais ce que nous demandons, c'est, je l'ai dit, ce cadre réglementaire et fiscal, et c'est consommer local là. Parce qu'une fois que nous avons fait, après l'accompagnement, il faudrait aussi qu'on fasse la promotion. Par exemple, les marchés publics, c'est un domaine qui est réservé aux entreprises constituées avec beaucoup de moyens d'état financier, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a énormément de critères. Mais imaginez que s'il y a un fonds d'amorçage, c'est pour amorcer, c'est pour faire la recherche. Mais on ne peut pas survivre en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas survivre seulement des subventions, des prix ou même des fonds d'amorçage. Nous avons besoin d'être compétitifs. Nous voulons aller nous battre. Pour cela, il faut ouvrir les marchés. Mais une start-up, par définition, c'est une petite chose, mais qui demain peut devenir grand. Donc, il faut les donner les moyens de grandir. Par exemple, les collectivités peuvent seulement réserver une partie de leur budget de développement, que les solutions sortent des startups de leur collectivité. Ça résout les problèmes de l'emploi, ça va faire en sorte que les solutions seront endogènes, et parce que c'est nous qui connaissons nos problèmes mieux que tout le monde. Et la loi sur les Startup Act que vous appelez de tous vos voeux, là, c'est prend en compte cela? Oui, ça prend en compte, comme il a dit, le cadre réglementaire et la fiscalité, et tient compte des 3 étapes de vie d'une start-up, c'est-à-dire l'idéation. Donc, et à chaque étape, à l'idéation, par exemple, quelqu'un qui a une idée, il faut l'aider plutôt à mûrir l'idée, à faire les études nécessaires de marché ou autre. Ensuite, il y a le prototypage, c'est-à-dire que ça, c'est la deuxième étape. Et une fois l'idée, on a un peu validé, donc on vient prototyper pour voir ce que ça donne. Donc ça, c'est un accompagnement plus technique. Ensuite, il y a la production, donc le premier produit viable qu'on va tester. Donc, toutes ces phases-là ont été identifiées là-dedans et ont été, pour chacune de ces phases, il y a des mesures qui ont été prises, comment accompagner là. Et puis, le côté fiscal est un aspect très important. Tous les pays qui ont fait les choses pour les startups, c'est minimum 5 ans de non-imposition et des charges. Parce que c'est comme une pépinière, c'est comme un arbre, c'est comme nos enfants. On les envoie à l'école, on les paye jusqu'à ce qu'ils deviennent des personnes accomplies. De la même façon, un arbre ne peut pas donner de fruits si ça ne mûrit pas. Et donc, comme c'est toujours nouveau, il faut donner la chance à l'innovation, à la créativité, comme on a dit, libérer les énergies créatives dans l'innovation, les technologies digitales. Donc, c'est pour cela que ces aspects-là sont tenus en compte. Donc, nous attendons cette loi-là vivement. Mais comment est-ce que vous portez déjà ce combat en tant qu'association? Je suis parmi les premières startups à avoir commencé et donc ça a été très difficile. Comme on a dit, ceux qui commencent le premier, ils doivent faire le chemin. Au début, on ne comprenait pas ce que forcément nous faisons. Même si on comprenait, il n'y avait pas les moyens adéquats. Donc petit à petit, des choses ont commencé à se mettre en place et donc on a compris que c'était difficile. Et tout le monde ne pouvait pas avoir la résilience nécessaire d'aller loin dans cette histoire-là. Donc, on s'est dit que maintenant, nous ne pouvons nous en sortir qu'en nous regroupant et aller faire le plaidoyer. Donc, le premier objectif de l'association Mali Startup, qui est la fêtière des startups du Mali, c'est de faire le plaidoyer, d'aller dire à qui de droit. 1, nous existons. 2, voilà ce que nous pouvons faire. 3, ça, ce sont nos problèmes. 4, voilà comment nous pensons que vous pouvez résoudre. Et en allant, depuis qu'on ne nous comprenait pas, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ait compris, on ait invité la direction nationale, le département du ministère de l'économie numérique et d'autres d'ailleurs, nous invitent volontiers dans les activités, nous associent à l'élaboration des choses. Mais nous voulons que ce qui est fait soit amplifié et puisse aller loin parce qu'aujourd'hui,
On veut, mais ça ne suffit pas. D'accord. Au-delà des startups, Monsieur Sidibé, que pensez-vous du rythme, on va dire, de transformation digitale de notre société? Aujourd'hui, moi je crois que pour la transformation digitale, deux entités parviennent à sortir leurs épingles du jeu, largement. Ici, ce sont les opérateurs. Au-delà de ça, ce sont les grandes multinationales, les réseaux sociaux. Eux, apparemment, ils y parviennent parce qu'ils ont beaucoup de moyens que nous n'avons pas. Il y a bien sûr entre ces deux, entre les startups qui sont des petites structures au début et d'autres, il y a bien sûr tout un pan d'acteurs qui ont beaucoup œuvré aussi pour que ce digital ça se fasse. Mais pour que ça soit quelque chose de masse, utilisable partout. C'est pour cela même, j'ai bien compris que au ministère de la Communication et de l'économie numérique, on a ajouté la modernisation de l'administration. C'est extrêmement important. Ça a été dit encore une fois à Sekasso pour qu'on puisse faire. Et ça, nous le souhaitons de tous nos voeux. Donc, ça permet qu'aujourd'hui, s'il y a un appel, c'est qu'il faut changer les choses. Il faut aller plus loin. Les initiatives qui ont été faites jusque-là doivent être amplifiées parce que nous ne pouvons que gagner, pas seulement en souveraineté, en résilience, mais aussi transformer nos défis en opportunités de création de valeur, de richesse et d'emploi. Alors, on parle de résilience, on parle de souveraineté. Il y a eu notamment cette conférence inaugurale sur le thème de la souveraineté de l'AES à travers le numérique, état de la question, défis et contraintes. En termes de souveraineté, le numérique, il représente quoi aujourd'hui pour nos États? Presque tout. D'accord. On a parlé de plusieurs sortes de terrorisme. Mais vous imaginez, par exemple, les réseaux sociaux. Mais c'est là où notre jeunesse, les esprits se forment. Pourquoi en son temps nous avons pensé à quelque chose comme l'IA entre autres? Parce que nous avons pensé que ce qui est fait ailleurs par d'autres et qui ne répondent pas forcément à nos besoins ni à nos réalités en général socio-culturelles. Donc, quelqu'un qui vous permet d'accéder à l'information, qui peut être manipulé, mais c'est très grave. Première chose. Deuxième chose, c'est le fait que si demain, eux, ils décident d'arrêter, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a des acteurs aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a au moins un acteur sur les réseaux sociaux qui n'a pas été, ne serait-ce qu'une fois victime, que la page a été suspendue, seulement parce qu'il parle de notre souveraineté? Donc, nous devons avoir nos propres solutions endogènes. Et donc, la souveraineté, mais sans elle, on est à la botte. Mais est-ce qu'on a les moyens de faire face quand même à ces grandes multinationales qui, vous l'avez dit, ont tous les moyens alors que nous... Il faut la volonté. Moi, il faut la volonté. J'ai eu la chance d'être malien et de voyager, faire des études en Russie, en Europe et de voir beaucoup de sociétés. Comment ils ont fait? À un moment donné, on a pris des lois, on a compris que les multinationales, d'ailleurs, avaient le monopole, par exemple, les découpages, c'est-à-dire les opérateurs qui amènent les choses et donc les connectivités jusqu'à la maison. Mais vous imaginez que celui qui est grossiste, qui vend en gros, amène chez l'individu, c'est-à-dire il vend non seulement en gros, il vend au détail. Et il détient les transferts d'argent et il détient tout. Donc si même vous êtes une petite start-up et que vous devez vous débrouiller, vous allez quand même utiliser leurs services et les payer. Et s'ils ne veulent pas, ça ne marchera même pas. Donc c'est très difficile. Alors, on a vu que beaucoup de choses n'étaient pas possibles dans notre pays, mais maintenant, on a eu la preuve depuis un certain temps que c'est possible. Il suffit, qu'il y ait la volonté politique, il suffit de la compréhension du peuple. Et si c'est dans l'intérêt général, c'est faisable. Et nous, on va comprendre. Et on est prêt, on attend que ça soit fait. D'accord, vous attendez un signal plus fort des autorités? Oui, ça a été fait dans le cas de la défense, de l'intégrité territoriale, énormes efforts. Ça a été fait dans d'autres, dans la diplomatie. On a parlé maintenant du développement. Donc, dans ce développement-là, nous pensons que l'outil numérique, il y a des secteurs
tous les secteurs. Mais le numérique, je l'ai déjà dit, est un outil, un catalyseur. Et donc, cet outil numérique peut aider tout le monde à condition, que ce soit compris, c'est qu'on donne la chance aux jeunes de pouvoir grandir parce qu'on ne grandira pas avec le... Et vous avez vu un seul pays, dites-moi, citez-moi, un seul pays dans le monde où ça s'est développé uniquement avec des grandes structures nationales, quelles qu'elles soient, surtout avec les multinationales. Non. L'économie est portée par les petites et moyennes entreprises. Et les startups, c'est le futur vivier avec la bonne transformation des métiers, parce que certains métiers arrivent, ça a ses risques, ses défis, et donc il faudrait accompagner cette transformation-là. Donc, rien n'est sans défi, mais il faut donc accompagner le processus, mais c'est un énorme réservoir de croissance et de création d'emplois. Alors, au moment où les rideaux tombent donc sur cette deuxième édition de la semaine du numérique, qu'est-ce qu'on peut déjà en retenir comme bilan? Ce qu'on peut en retenir, d'abord la forme. Il y a eu énormément d'efforts faits dans la réalisation par le département et la direction nationale, parce qu'ils nous ont associés, nous les startups, à tous les niveaux. Ils nous ont donné l'opportunité donc de venir concourir, donc recevoir des prix et exposer pendant 3 jours nos solutions gracieusement, et que nous espérons que ça va intéresser l'État au-delà du concours. Et il y a aussi le fait qu'il y a eu nos frères des pays de l'AES qui sont venus et qu'il y a eu des échanges. Hier, j'ai participé à un panel justement sur comment développer, par exemple, l'économie numérique. Et pendant ce panel-là, par exemple, le directeur national a proposé l'idée d'une confédération des startups. Donc, il y a eu beaucoup de choses dans différents... Il y a l'infrastructure, il y a l'intelligence artificielle, il y a, comme on est dans le secteur des TIC, dans tous les domaines, il y a eu des propositions, il y a un rapport qui devra être fait normalement. Et pour là où j'ai participé, que j'ai connu, c'est les startups, donc une confédération des startups de l'AES, enfin qu'on puisse avoir, nous, un espace plus grand et harmoniser, ça a été beaucoup dit, les réglementations, les infrastructures, les propositions de services dans nos langues locales, des solutions endogènes. Mais M. Sidibé, vous rêvez là, avec quels moyens dans des pays en guerre? D'accord. Avec quels moyens? Souvent, tous les pays, en tout cas la majorité des pays qui sont aujourd'hui appelés, comment dirais-je, développés, ont tous passé la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient tous réunis. Ils ont travaillé. Et c'est avec ça. Parce que normalement, c'est un problème qui engendre une solution. Une entreprise ne peut naître et grandir que d'une opportunité. Donc, il y a le volontarisme du côté de l'État, il y a le volontarisme de notre côté. D'ailleurs, nous avons longtemps attendu. Et donc, nous disons, faites en sorte que les possibilités soient équitables. Qu'il y ait plus d'équité et de justice dans les possibilités d'aller de l'avant. Je ne dis pas d'égalité, mais d'équité. Parce qu'il faut donner plus à ceux qui sont au début défavorisés. Et nous saurons nous débrouiller parce que notre survie en tant qu'entrepreneur, il en va. Parce que nous avons envie, nous-mêmes, avant tout, de nous en sortir. Donc, le peu de moyens qui sera disponible pour nous, mais surtout la volonté politique, les règles nécessaires, la transparence, nous allons trouver les moyens de nous en sortir. C'est ça même l'esprit des startups, de regarder un problème et de trouver une solution. Mais vous espérez que ces semaines du numérique, il y en a eu au Niger, cette fois-ci c'est celle du Mali, vous estimez vraiment que ces semaines du numérique ouvrent de vraies perspectives pour les startups que vous êtes et pour l'ensemble des acteurs en général Tout à fait. de l'écosystème numérique? Tout à fait. Parce qu'on a revu, il y a une revue de toute la problématique du numérique, des infrastructures, de la sécurité, de la souveraineté, de l'harmonisation, de la réglementation, donc ensuite, et des startups. Donc, ça a permis que les experts, dans la première édition, c'était les experts uniquement du Mali, avec quelques invités, mais là, carrément, ça a été élargi à nos pays frères de l'AES, et ils sont venus
avec en grande masse, et les ministres ont fait les déplacements. Même tout à l'heure, pendant qu'il y avait le concours des startups, les 3 ministres sont venus, et les startups qui avaient déjà ont eu à leur montrer un peu ce qu'ils ont fait. Donc, ça draine. Ça a permis de montrer aux plus hautes autorités du secteur de voir ce qui est en train de se passer. Et moi, j'espère bien que quelque chose de très énorme sortira de cela. Alors, nous sommes prêts. D'accord. Vous êtes, M. Sidibé, le fondateur de l'ENALI. Je le disais en début d'émission, c'est le premier réseau social vocal en langue nationale, en langue locale du Mali. Dites-nous de quoi il s'agit concrètement. Oui. L'ENALI, c'est le premier réseau social du monde, vous l'avez dit, totalement vocal et qui parle nos langues locales africaines. Il y a le Bambara, il y a le Soninké, il y a le Peul, il y a le Sonrai, et on compte en mettre d'autres. Il y a même le Moré, donc vous avez vu. Nous, on a voulu même anticiper un peu, parce que chez nous, l'oralité est une culture. Comment expliquer des choses qui ne sont pas simples aux personnes s'ils ne sont pas à mesure? Parce que, imaginez, les taux d'alphabétisation tels qu'on les prend aujourd'hui, c'est 39%. 39% en général. 48% pour les hommes. Et seulement, je dis bien seulement, 29% pour les femmes. C'est-à-dire plus de 71% des femmes. 7 femmes sur 10 ne savent pas lire et écrire. Pourtant, c'est 50 à 52% de la population. Donc, c'est face à cela, on a dit que cette chose-là, qui est un téléphone, elle n'est pas comprise. Et les études, on a fait sortir l'ENALI, et quelques années plus tard, l'Alliance des opérateurs du monde, la GSMA, a dit que le premier problème, ce n'est pas l'accessibilité. C'est important, mais c'est après. Les coûts, les infrastructures, mais c'est l'alphabétisation standard, c'est-à-dire calcul, et lecture, écriture. L'alphabétisation digitale, c'est-à-dire, est-ce que vous comprenez tout ce qui est ici comme force? Est-ce que vous savez utiliser toutes les applications qui sont ici? Non, parce qu'il n'y a pas cette alphabétisation numérique. Alors, nous avons dit, on va d'abord expliquer les choses dans nos langues locales pour que la technologie soit comprise et utilisée tout de suite. Ensuite, on va faire l'alphabétisation standard, l'alphabétisation fonctionnelle, c'est-à-dire dans votre métier, comment on va faire en sorte que l'outil digital puisse vous aider. Et ensuite, enfin, je dirais l'alphabétisation numérique. Alors, l'ENALI est là, justement, pour donner cette base-là de compréhension et de communication à la mode sociale pour permettre aux gens d'accéder au numérique dans le bon sens du terme et de façon... Monsieur Sidibé, concrètement, il nous sert à quoi l'ENALI? L'ENALI, c'est comme les réseaux sociaux actuels que je ne citerai pas que vous avez. Donc, vous pouvez faire des publications, donc donner une information, vendre des choses parce que vous pouvez faire des annonces, avoir des discussions, avoir des commentaires et faire tout ce que les autres réseaux sociaux peuvent faire aujourd'hui seulement dans votre langue locale. Qui utilise aujourd'hui l'ENALI? L'ENALI est utilisé aujourd'hui par un peu plus de 200 000 personnes et c'est à près de 50% au Mali, 25% en Afrique, 30% environ en Europe et le reste dans le monde. L'ENALI a été téléchargé dans 118 pays dans le monde. Mais c'est quand même une performance pour une petite start-up. Mais c'est très peu. Parce qu'aujourd'hui, nous devons pouvoir l'utiliser partout, que ce soit notre outil, parce que les autres, un jour, ils fermeront la boutique. Alors, 200 000 utilisateurs aujourd'hui, vos objectifs, vos ambitions en termes d'utilisateurs, de nombre d'utilisateurs? Que le Mali, l'AES, l'Afrique l'utilisent. Parce que nous avons mis des langues qui dépassent largement les frontières du Mali. Et donc, ce qui nous permettront d'avoir notre outil endogène et dans nos langues. Donc, notre ambition, c'est que toutes les populations maliennes puissent accéder, quand c'est possible techniquement, à notre outil et de l'AES maintenant, et avec beaucoup d'autres pays qu'on avait même prévu. Et depuis sa création, l'ENALI à Wolof. Donc, nous pensons que nous pouvons aller au-delà de notre région. Vous faites quoi pour le faire connaître aujourd'hui sur les réseaux sociaux? À vrai dire, les moyens aujourd'hui, je laisse des plumes.
Alors, s'il vous plaît, soutenez-nous. J'ai vraiment laissé des plumes. D'accord, c'est les moyens qui manquent pour la promotion. Tout à fait. Donc, permettez-moi de dire ça, si je peux, en Bambara. Comme nous avons dit, D'accord. Mais comment se porte l'entreprise aujourd'hui? Parce que c'est une entreprise. Oui, c'est une entreprise. Elle vit. Comment dirais-je? J'ai l'habitude de dire ça ne va pas mourir tant que nous sommes en bonne santé, mais ça ne donne pas ce que nous souhaitons. Mais elle a été à l'origine d'accompagnement de beaucoup d'autres jeunes. Parce que déjà, beaucoup de personnes se sont lancées dans les solutions digitales dans nos langues locales, bien avant les évolutions géopolitiques récentes. Et ça, c'est parce qu'ils ont vu l'ENALI. On a fait beaucoup de promotions sur ça. Et puis les technologies l'ENALI ont servi dans d'autres secteurs comme l'agriculture, il y a eu Agribox, comme dans d'autres secteurs, il y a eu dans le domaine de la santé. Et puis on est allé nous associer avec l'Institut Polytechnique Rural de Katibougou, l'IPRFRA, pour créer un centre d'innovation pour le développement de l'entrepreneuriat rural. L'idée, c'est qu'on puisse, à partir, depuis la première année, on apprend les métiers de l'agro-silvopastoral, mais on apprend progressivement l'outil digital pour qu'à la fin, on soit des entrepreneurs qui utilisent les digital pour résoudre des problèmes concrets du développement rural. Et le slogan, c'est l'entrepreneuriat rural innovant pour que les jeunes sortants puissent créer leurs propres solutions et leurs propres entreprises, donc créer l'emploi par eux-mêmes. Et d'ailleurs, ça avec d'autres partenaires, avec nos partenaires à Koulikoro de Agrivision Sahel, le conseil et les autorités locales de Koulikoro, le gouvernement de Koulikoro, à partir du salon numérique de Koulikoro, et on est parti jusqu'à créer, le département a soutenu, le ministère a soutenu la création du pôle numérique agricole du Mali. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous attendons aussi que ça soit adopté. Donc, c'est le numérique au service de l'agro-silvopastoral qui a regroupé plusieurs partenaires, plusieurs ministères, agriculture, enseignement et recherche, beaucoup d'autres, pour créer des nouvelles filières d'agriculture digitale. Alors, M. Sidibé, nous sommes au terme de cette émission. Pour terminer, dites-nous, l'acteur du numérique que vous êtes, est-il aujourd'hui plein d'espoir ou plein d'appréhension? Moi, je suis naturellement et foncièrement un optimiste. Sinon, je n'aurais pas fait tout ce que je suis en train de faire avec toutes les difficultés que vous devrez en être conscient. Mais moi, je crois que je vois un soleil nouveau. Parce que c'est aujourd'hui qu'on parle beaucoup de souveraineté. C'est aujourd'hui qu'on parle beaucoup de solutions qui viendront de nous-mêmes. C'est aujourd'hui qu'on le fait, pas seulement à l'échelle du Mali, à l'échelle de l'AES. Et c'est aujourd'hui qu'on parle de la modernisation de l'État. Donc, et je disais, j'espère que cette initiative par le président de transition, le ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration et la direction nationale, à travers cette initiative-là, nous donne enfin un espoir. Parce que chaque fois, quand les gens qui me connaissent, surtout la famille, tu es sûr que tu n'es pas fatigué? Tu es sûr que... Moi, je dis, moi, je suis confiant. Mais qui va faire? Qui va venir faire si ce n'est pas nous? Il y en a, et en hommage, qui laissent leur vie pour que nous donnions tranquillement. D'autres se battent ailleurs sur d'autres fronts. Alors, et certains, malheureusement, prennent les chemins de la mer pour que la famille puisse... Nous avons fait les chemins inverses de là-bas. Pourtant, on avait tous les moyens pour aller sur là-bas. Pour que ça va se faire. Et ça doit se faire. Et il n'y a que nous, d'abord, pour le faire. On peut juste ensuite être accompagnés. Et nous sommes prêts à prendre notre part du job. Nous vous souhaitons bon vent, M. Sidibé. Merci. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.